Bonjour, leçon 6 pour les rétos en FGS. Donc la thématique de cette vidéo, c'est qu'est-ce qui peut faire tomber un gouvernement en Belgique. Alors, un seul slide qui reprend tous les éléments. J'ai chaque fois mis des numéros pour montrer les étapes qui suivent. Donc la première idée, c'est d'avoir un gouvernement qui est en crise. Ça veut dire un gouvernement qui ne sait plus gérer convenablement la Belgique face à une thématique en particulier. Il y a des gros dossiers sur lesquels il bute et donc ils se posent beaucoup de questions, ils n'arrivent plus à avancer. Donc ils vont dans un premier temps faire une demande au niveau de la Chambre. Cette demande s'appelle le vote de confiance. Donc ça veut dire, est-ce que la Chambre va faire confiance au gouvernement qui est de plein exercice? Alors, ça c'est une première idée, c'est que la Chambre des représentants, donc vous savez qu'ils sont 150 députés, ils vont voter. Ils vont voter à ce qu'on appelle la majorité absolue, donc la majorité simple, c'est-à-dire que si sur les 150, 50% plus 1, c'est-à-dire 76 députés, vont voter on accorde la confiance, eh bien, le gouvernement peut continuer. Inversement, si la majorité simple dit non, nous n'accordons pas la confiance, donc il vote une motion de méfiance, ils vont donc dire nous ne sommes pas d'accord, et nous estimons que le gouvernement belge ne fait plus correctement son travail. Donc je vous ai fait une flèche rouge pour montrer que voilà, c'est le vote de méfiance. La Chambre n'accorde plus sa confiance au gouvernement de l'époque. Alors, ensuite, le gouvernement est donc démissionnaire. Alors, il y a deux alternatives qui se présentent pour la Chambre. Soit, mais là c'est complètement de la science-fiction, soit la Chambre réfléchit pendant 3 jours pour trouver le nom d'un Premier ministre. Alors ça, je vous dis que ça ne se passe jamais. Cette alternative-là, elle est présente et inscrite dans la Constitution, mais on n'a jamais eu affaire à ce genre de possibilités, donc c'est de la science-fiction, donc je l'ai quand même mentionné, mais ça n'existe pas. Par contre, quand la Chambre n'est donc plus d'accord avec le gouvernement qui est en place, elle se tourne après vers le roi. Donc c'est le roi qui va prendre des décisions. Alors j'ai mis un petit roi un peu sympa, qui a l'air un peu comique. Et donc ce roi, donc le roi Philippe en l'occurrence pour nous, il a aussi deux possibilités. Soit il dit, eh bien, je ne change pas le gouvernement ici qui a demandé sa démission, je ne le change pas. Donc le Premier ministre reste, les ministres restent, et ils peuvent travailler en affaires courantes. Ça veut dire que voilà, ils vont devoir bosser, mais sans aborder de grands sujets. Et donc ils vont pouvoir travailler comme ça en affaires courantes jusqu'aux prochaines élections fédérales. Donc ça, c'est une première idée. Alors, dans le PowerPoint, j'avais mis un petit stop pour dire, voilà, la procédure s'arrête, le gouvernement peut recommencer son travail. Deuxième possibilité pour le roi Philippe, c'est de dire, non, non, je ne veux absolument pas accorder ma confiance au gouvernement, ils n'arrivent plus à s'entendre, ils ont été trop loin dans leur problématique de départ, donc je vais dissoudre le Parlement. Ça veut dire, en d'autres termes, je demande au Parlement belge, donc Chambre et Sénat, d'arrêter leur travail. Donc il va dissoudre le Parlement. Et ensuite, on arrive à une procédure évidemment très importante, qui est le passage aux élections. Donc, campagne électorale pendant quelques semaines, etc. Donc chacun propose des candidats, des programmes, enfin voilà, il y a une effervescence à ce niveau-là. Les gens, les citoyens belges de plus de 18 ans vont voter. Il en ressort évidemment des résultats.
Donc, on voit quel parti en Flandre a gagné, quel parti en Wallonie a gagné, etc. Donc, on fait un petit peu le total de tout ça. Donc, ça prend 2-3 jours après le dimanche où les citoyens votent. Et suite à ça, on se retourne une deuxième fois vers le roi. Donc, le roi, lui, eh bien, il doit prendre des décisions. Il doit nommer ce qu'on appelle un informateur. Alors, dans le mot informateur, ben, vous entendez le mot information. Donc, c'est quelqu'un qui, en général, a une fonction politique importante, c'est quelqu'un de connu au niveau de la Belgique, etc. Donc, c'est peut-être un président de parti. Alors, l'informateur, en général, c'est quelqu'un qui provient des gagnants des élections. Donc on ne va évidemment pas prendre le dernier des listes qui est tout à fait inconnu. Non, c'est en général quelqu'un qui aura fait preuve d'unanimité et il aura eu des bons résultats aux élections fédérales. Donc cet informateur va un petit peu rencontrer toutes les personnes de la société, il peut même rencontrer par exemple des syndicats, etc., les PME, enfin voilà. Donc il a vraiment un panel de personnes à rencontrer, mais surtout, il va rencontrer les présidents de parti. Donc les présidents de parti vont pouvoir discuter avec lui et voir un petit peu si il est possible de faire, on l'avait déjà expliqué, une coalition. D'accord? Donc c'est à ce moment-là que c'est évidemment très important. L'informateur a en général 2-3 semaines pour faire un rapport au roi, il remet un rapport au roi, et bien si tout va bien, le roi va accepter le rapport de l'informateur, donc il y aura déjà des choses qui ont été bien dites, bien écrites, et déjà des accords entre certains partis politiques, etc. Donc les choses sont quand même relativement claires. Ça, c'est évidemment le cas idéal en Belgique, ce qui est parfois peu courant, parce que vous savez bien qu'on est aujourd'hui dans une crise politique qui s'éternise. Quand l'informateur a remis son rapport au roi, et que le roi est satisfait de ce rapport, et qu'il y a déjà des majorités qui se dégagent, la 10e étape de mon petit PowerPoint, c'est toujours le roi qui va pouvoir, lui, nommer un formateur. Donc, dans le mot formateur, on entend formation. Donc, le formateur est de nouveau quelqu'un qui a gagné les élections, qui est une personnalité politique super importante en Belgique, etc. Et le formateur est en général le futur Premier ministre. Alors, lui, il a un job très clair. Il doit former son futur gouvernement. Donc, il doit de nouveau faire le tour des partis qui veulent bien former la coalition. Donc là, il ne discutera plus avec les partis qui feront partie de l'opposition dans ce moment-là. Donc il va vraiment se centrer sur les partis qui vont former la coalition. Coalition, c'était le chapitre précédent. Et donc, cette personnalité politique a comme rôle donc de dire telle personne sera ministre des Finances, telle personne sera ministre de la Santé, telle personne ça. Donc il va répartir les tâches et à un moment donné, il va de nouveau présenter ça au roi. Et donc le roi, lui, il va dire voilà, je suis d'accord pour ce nouveau gouvernement. Donc symboliquement, on va avoir un nouveau gouvernement et ce nouveau gouvernement va aller prêter serment devant le roi. D'accord ? Alors, avant, j'ai oublié de vous dire, la prestation de serment devant le roi, il y a une dernière étape, c'est que le formateur, donc le futur Premier ministre et le gouvernement belge doivent absolument faire une étape fondamentale, c'est celle-ci, c'est qu'ils doivent aller se présenter, donc le futur Premier ministre doit aller se présenter devant la Chambre des représentants et expliquer tout son accord gouvernemental, c'est-à-dire pour les 5 ans qui viennent, eh bien, dans mon accord gouvernemental, qu'est-ce que je fais? Je mets la priorité à, par exemple, le climat. Deuxième priorité, je mets la priorité à l'enseignement. Troisième priorité, je mets priorité pour les PME. Troisième, les hôpitaux, etc. Donc, il va y avoir toute une série de priorités dans cet accord gouvernemental. Même chose, la Chambre, donc les députés vont devoir dire on est d'accord à la majorité absolue, majorité simple, par rapport à cette déclaration gouvernementale. Et c'est à partir de ce moment-là, je m'excuse, que le nouveau gouvernement belge peut aller prêter serment chez le roi.